Mesdames et messieurs les conseillers, mesdames, messieurs, cher Emmanuel, merci. Je suis effectivement très heureux d'être dans cette enceinte pour bien échanger avec vous sur, je dirais, l'urgence qu'il y a effectivement vis-à-vis de notre action collective par rapport au réchauffement climatique. Emmanuel, tu as, je crois, raison de dire que 2018 a été une année clé. On le doit en particulier au rapport du GIEC qui montre, au rapport du GIEC sorti en octobre donc 2018, qui redit cette urgence et qui montre qu'en fait, même disons, un réchauffement de 2 degrés par rapport au point industriel commence à poser des problèmes et qu'il serait beaucoup plus raisonnable de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, c'est-à-dire 1,5 degré supplémentaire par rapport à aujourd'hui. Alors pourquoi? C'est un peu ce que j'essaie de vous expliquer. Bon, quand même, je pense que voilà, je vais être très rapide sur la réalité du réchauffement climatique. Mais par exemple, les 4 dernières années ont été les 4 années les plus chaudes depuis 150 ans. Et vous voyez, disons, sur les 20 dernières années, les 20 années les plus chaudes, il suffit de remonter en fait jusqu'en 1997. Ce réchauffement, il n'est pas une surprise. Pourquoi? Eh bien, en fait, ce que nous avons fait par nos activités, c'est que nous modifions la composition de l'atmosphère. Alors nous la modifions, nous avons différentes façons de la modifier, mais en particulier par une série de composés, des gaz à effet de serre, qui ont comme propriété de piéger une partie du rayonnement solaire une fois qu'il a été réfléchi à la surface de la planète, disons au retour. Et donc l'effet de serre est quelque chose de bénéfique. Sans cet effet de serre, eh bien, la température serait de l'ordre de moins 20 degrés, on ne serait simplement pas là. Donc ce qui est problématique, ce qui pose problème, ce n'est pas l'effet de serre lui-même, mais son augmentation. Alors le premier gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau, mais nous n'en changeons pas par nos activités directement la quantité dans l'atmosphère. Ce sur quoi nous influençons les concentrations de façon claire, c'est donc le gaz carbonique, le méthane, le protoxyde d'azote. Ce sont les 3 composés à effet de serre vraiment sur lesquels nous avons, presque par nos activités de chaque jour, nous en modifions les quantités dans l'atmosphère. Alors voilà, je ne vais pas détailler, simplement redire ce que vous savez bien sûr qu'au premier rang, il y a effectivement l'utilisation des combustibles fossiles, la déforestation, une partie liée aussi à l'agriculture, mais disons ça se résume, merci André, ça se résume par un chiffre qui est, disons on peut aussi dire qu'il y a une partie du réchauffement lié à l'augmentation de l'effet de serre qui est contrecarrée par la pollution. En gros, depuis une centaine d'années, on a augmenté le chauffage, la quantité d'énergie en fait nécessaire, enfin utilisée pour, disons, l'équilibre thermique de l'atmosphère, de l'océan de surface, des surfaces continentales, des glaces polaires, tout ce qui interagit du point de vue thermodynamique avec l'atmosphère. Eh bien, en gros, on a augmenté la quantité de chaleur, le chauffage d'à peu près 1%. Donc, et c'est ce 1% qui, effectivement, si on augmente le chauffage, eh bien, la réaction naturelle d'un milieu, c'est disons, que sa température augmente. C'est pour ça que ce n'est pas une surprise. Il y a quand même un point important, c'est que dans cette chaleur supplémentaire, il n'y a qu'une faible partie utilisée par l'atmosphère, un peu plus de 1%. En fait, l'essentiel de cette chaleur supplémentaire va dans l'océan, à 93%. Et donc, si on veut regarder la réalité du réchauffement climatique, il faut aussi aller voir ce qui se passe dans l'océan. Et là, c'est je dirais, un diagnostic très clair. Un constat très clair, c'est donc l'élévation du niveau de la mer, qui par ailleurs est un problème potentiel extrêmement important, mais c'est aussi, je dirais, presque le premier indicateur de la réalité du réchauffement climatique. En fait, ce sont 3 mm chaque année, à peu près. Ce sont 1 mm lié à la dilatation de l'océan. L'océan se réchauffe, il se dilate. Et puis l'essentiel du reste, qui est dû à la fonte des glaces. Alors, bon, on va parler des glaciers tempérés. Alors, les Alpes, très peu, évidemment, ça joue, mais des grands glaciers, les grandes, disons, l'Himalaya, les Andes. Et puis, depuis une vingtaine d'années, le Groenland, des calottes glaciaires, Groenland et Antarctique, Groenland au nord, Antarctique au sud. Donc, en fait, nous avons dans cette élévation du niveau de la mer
la combinaison de deux indicateurs du réchauffement climatique, le réchauffement de l'océan et la fonte des glaces. Et donc cette observation participe largement à la conclusion du GIEC, qui est que le réchauffement est sans équivoque. Alors on montre qu'il est également sans précédent, au moins depuis un millénaire, même probablement plus, et qu'en fait, une large part de ce réchauffement résulte déjà des activités humaines. En fait, on peut expliquer l'essentiel, l'ensemble du réchauffement des 50 dernières années, un peu moins de 1 degré, on peut l'expliquer complètement par les activités humaines. Les causes naturelles du réchauffement climatique, par exemple la variation de l'activité solaire ou l'activité volcanique, ne peut expliquer au mieux que 1/10 de degré. Donc nous sommes dans un monde dont nous avons modifié le climat depuis au moins, les années 50, de façon très claire. Alors vers quoi allons-nous ? Ce vers quoi nous allons dépend effectivement collectivement de notre comportement collectif au niveau de la planète. C'est bien sûr, plus on va émettre de gaz à effet de serre, plus on risque d'aller vers des réchauffements importants. Donc c'est du bon sens et qui est confirmé par les modèles climatiques qui sont utilisés et qui montrent bien. Alors on va prendre deux hypothèses. Celle d'un scénario émetteur, en gros si on ne fait rien ou pas grand-chose pour lutter contre le réchauffement climatique, ça nous emmène vers un réchauffement moyen de 4 à 5 degrés à la fin du siècle, et vous voyez que, c'est le scénario rouge, et le climat n'est pas stabilisé, donc on peut avoir en fait 6 à 8 degrés à la fin du siècle prochain. Il y a, vous voyez, une incertitude, c'est toute la bande rose, mais le réchauffement est bien là. Et en termes de conséquences, en fait, que nous classons il y a 5 catégories de conséquences, c'est un peu arbitraire, mais ça permet un petit peu de les aborder de façon, à travers ces catégories, de façon, je crois, plus claire. Voilà, donc avec une échelle de risque indétectable, moyen, élevé, très élevé. Et évidemment, là aussi, il n'y a pas de surprise. Donc, si on va vers 5 degrés, 4-5 degrés à la fin du siècle, quel que soit le type de conséquences vers lequel vous vous tournez, on est dans des catégories élevées ou très élevées. Donc, en fait, un changement, il faut bien voir que c'est un changement extrêmement rapide, c'est-à-dire 4 à 5 degrés, à une échelle séculaire, c'est équivalent à ce que notre planète a connu en moyenne globale depuis le dernier maximum glaciaire il y a 20 000 ans. Simplement, la nature, la transition entre le dernier maximum glaciaire et le climat que nous connaissons aujourd'hui depuis à peu près 12 000 ans, a mis des milliers d'années. En gros, ce que nous faisons, ce que nous ferions, parce que j'espère que nous ne le ferons pas, c'est le même changement en termes de température moyenne, 50 à 100 fois plus rapidement. Et on ne parle pas de génération future. Quand on parle du siècle, de ce 21e siècle, les jeunes d'aujourd'hui seront là. C'est très clair. Donc on ne parle plus de génération future. Bien sûr, elles sont aussi concernées, mais ce sont surtout les jeunes d'aujourd'hui. C'est bien ça qu'il faut voir. Donc voilà, je ne vais pas égrener toutes ces conséquences. Je pense que vous êtes beaucoup familiers avec tous ces problèmes. Bien sûr, les extrêmes climatiques, l'acidification de l'océan. Je vais revenir sur certaines d'entre elles. Les populations sont très affectées. Les notions de réfugiés climatiques, difficultés de ressources en eau, de sécurité alimentaire, de sécurité. C'est un peu anecdotique, mais hier j'étais à l'école de guerre et le titre de ma conférence était effectivement réchauffement climatique et risque de conflit. Donc vous voyez, ça influence beaucoup. Et puis il n'y a pas que ce problème-là du point de vue environnemental, mais le réchauffement climatique a le mauvais goût d'exacerber les autres problèmes, que ce soit la perte de biodiversité, la pollution, les problèmes de santé et d'environnement. Et puis il y a ces phénomènes irréversibles, par exemple l'élévation du niveau de la mer, qui pourrait atteindre 1 mètre à la fin du siècle et puis se poursuivre. Voilà, donc, et je pense important, parce que c'est ce qui me touche beaucoup, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, qui m'intéresse. Je m'y suis intéressé, en particulier à travers un avis du Conseil économique, social et environnemental
dont j'ai été co-rapporteur avec une juriste de l'environnement. Le problème du réchauffement climatique, quand on prend toutes ces conséquences, non pas une par une, mais dans leur ensemble, c'est vraiment le risque d'accroissement des inégalités. Risque d'accroissement des inégalités, bien sûr, entre pays vulnérables et pays qui le sont moins, mais aussi risque d'accroissement des inégalités dans les pays développés, à la fois sur les conséquences du réchauffement climatique. Donc il y a une vulnérabilité plus importante, on peut parler des événements extrêmes qui touchent généralement plus, disons, qui sont les couches les plus vulnérables. C'était le cas par exemple à Saint-Martin, disons que pratiquement les habitats de fortune se sont facilement envolés, on voit bien. Mais il y a aussi un autre aspect, et là on le vit aujourd'hui, disons les inégalités peuvent résulter aussi des mesures qui sont prises, et c'est pour ça qu'il faut être très attentif dans la lutte contre le réchauffement climatique ou l'adaptation. Ces mesures sont nécessaires, mais évidemment elles peuvent être aussi injustes, et c'est évidemment le cas dans la taxe carbone telle qu'elle est, telle qu'elle a été mise en place actuellement, alors que je suis personnellement très favorable à une fiscalité environnementale. Mais c'est peut-être pas le sujet ce soir. Donc ce qu'il faut faire, évidemment, il ne faut pas rester. Donc l'idée, c'est que, eh bien, il faut limiter le réchauffement climatique. Voilà, donc on va parler d'un scénario sobre. C'est ce dont nous allons parler maintenant. Disons que l'idée derrière ce scénario sobre, eh bien, c'est que quand vous regardez les conséquences, on est soit dans des conséquences généralement, disons, moyennes, ou alors sauf pour les récifs coralliens, en fait, qui peuvent être déjà élevés à 2 degrés. Mais l'idée, quand même, c'est que, et je suis aussi, il faut avoir cette vision optimiste, c'est que si on arrive à limiter le réchauffement climatique, disons, alors, parler de 2 degrés par rapport à, disons, 1 degré de plus qu'aujourd'hui, un demi-degré, eh bien, on a une capacité d'adaptation. C'est important aussi de penser à l'adaptation au réchauffement climatique, et l'idée, c'est que si on y arrive, effectivement, justement, les jeunes d'aujourd'hui, quand ce réchauffement sera là, eh bien, dans la deuxième partie de ce siècle en particulier, pourront s'y adapter au moins pour l'essentiel. C'est bien ça l'idée. C'est quand même une idée que disons, qui a été bien comprise des décideurs politiques à travers, bien sûr, les différents protocoles, Kyoto, mais surtout l'accord de Paris, puisque dans l'accord de Paris est inscrit l'objectif d'un maintien, que des mesures soient prises pour que le réchauffement climatique n'excède pas, soit bien en deçà de 2 degrés par rapport au pré-industriel, voire 1,5 degré. Donc, d'une certaine façon, c'est pris en compte dans les textes de façon très claire. Ce qui est regrettable, c'est que, évidemment, même dans l'accord de Paris, et c'est d'ailleurs clairement énoncé dans cet accord, les engagements pris par les pays ne sont pas à la hauteur des objectifs affichés dans l'accord. En fait, il faudrait que, j'y reviendrai rapidement, il faudrait que les engagements de l'accord de Paris des différents pays en termes de réduction de gaz à effet de serre soient globalement multiplié par 3 pour 2 degrés et multiplié par 5 pour 1,5 degré. Donc sur la période 2020-2030. Voilà, donc on peut dire aussi que cette sobriété, cette nécessité de passer rapidement vers une société sobre en carbone, eh bien, se traduit en fait par ce que disons que si on veut rester en deçà de 2 degrés, on n'a plus que 15 à 20 ans d'émissions de gaz carbonique, de dioxyde de carbone au rythme d'aujourd'hui, et plus qu'entre 10 et 15 ans si on veut, disons, rester autour de 1,5 degré, et c'est justifié. C'est justifié, disons, voilà, donc c'est donc ce dernier rapport qui nous redit l'urgence, ce rapport du mois d'octobre, eh bien, nous redit l'urgence, en fait, nous dit que 1 demi-degré, ça compte. C'est-à-dire qu'un réchauffement à 2 degrés, eh bien, c'est déjà, disons, il y a pas mal de conséquences notables et, je dirais, importantes dans certaines régions vulnérables. Qu'il s'agisse des extrêmes climatiques, par exemple, en gros, les températures records, les records de température, ou les records de température liés aux canicules, aux périodes caniculaires, qui sont à l'origine quand même de pas mal de problèmes de santé, y compris de victimes, eh bien,
augmente 2 fois plus vite que la température moyenne. Donc 2 degrés, c'est plutôt une augmentation des températures, des températures estivales records, plutôt de 4 degrés. C'est vrai aussi pour des événements de pluie intenses, qui deviendront plus intenses. C'est vrai pour la perte de biodiversité, alors que ce soit pour les insectes, pour les plantes, pour les vertébrés, mais aussi, vous voyez en bas à gauche, un des problèmes très clairs, c'est que si on passe au-delà de 2 degrés, il y a vraiment un risque. Les spécialistes des coraux nous disent le risque pratiquement en tout cas de disparition, disons, tous les récifs coralliens tropicaux seraient affectés si on passe au-delà de 2 degrés. Il y a aussi des problèmes de sécurité alimentaire qui seraient plus aigus dans un monde à 2 degrés que dans un monde à 1,5 degré, que ce soit en termes de productivité agricole ou de ressources halieutiques. Les deux disons, vont malheureusement dans le mauvais sens. Et puis l'élévation du niveau de la mer, eh bien, en gros, alors entre 2 degrés et 1,5 degré, ce ne sont que 10 cm supplémentaires à la fin de ce siècle, mais ce sont quand même 10 millions d'habitants supplémentaires qui devront quitter l'endroit où ils habitent, c'est très clair, donc ce n'est pas négligeable. Donc ce rapport nous rappelle l'urgence également. Donc là, voici ce qu'il faudrait faire pour respecter 1,5 degré. C'est effectivement extrêmement ambitieux, puisqu'il faudrait pratiquement diviser par 2 nos émissions entre 2020 et 2030 et arriver à neutralité carbone à horizon 2050. Et en plus, et ça c'est l'égoïste de nos générations, on demande, si on veut rester à 1,5 degré, je redis, un demi-degré supplémentaire par rapport à aujourd'hui, et ce serait le bon sens, eh bien on demande aux jeunes d'aujourd'hui, en gros, de pomper le CO2 que nous mettons sans compter dans l'atmosphère. Donc il y a en plus nécessité, quelles que soient les trajectoires, d'être capable d'extraire du CO2 de l'atmosphère. Donc on voit bien la dynamique dans laquelle on est. Nous émettons du gaz carbonique, et puis en fait on demande aux jeunes d'aujourd'hui de trouver les moyens. Alors on leur demande de s'adapter à un climat qui sera difficile, même si on respecte l'accord de Paris, on va vers des réchauffements d'au moins 3 degrés à la fin du siècle, donc ça sera difficile, beaucoup plus difficile. Disons, c'est pas la fin du monde, c'est surtout pas ce que je veux dire, mais l'adaptation devient difficile clairement au-delà de 2 degrés. C'est un peu le message de ce rapport. Et donc il faut maintenant agir pour tout faire pour effectivement, disons, prendre la mesure de ce réchauffement climatique. Alors en France, d'une certaine façon, on l'a prise collectivement. Enfin, disons, les élus, vous êtes ici des élus, nos élus, eh bien, disons, la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte a été votée à la quasi-unanimité. Donc dans sa première version, on parle de diminuer de 40% les émissions de la France à horizon 2030, et c'était la division par 4 à horizon 2050 qui, dans la nouvelle version de cette loi, effectivement, largement grâce à Nicolas Hulot, s'inscrira plutôt, la neutralité carbone sera affichée par la France, voilà, normalement. Donc c'est ce qu'il faut faire. En gros, les textes sont parfaits. Il n'y a surtout pas, disons, la loi est tout à fait ambitieuse, et en gros, maintenant, ce qu'il faut faire, et ce qu'il faudrait réussir, et c'est un peu ça peut-être dont on va parler dans la deuxième partie, eh bien, c'est faire que cette loi, et c'est vrai aussi de l'ambition au niveau planétaire, eh bien, les objectifs en soient respectés. Alors c'est un peu ça qui est au cœur bien sûr, au cœur du plan de Rennes Métropole. Alors voilà, donc je n'en parlerai pas. André est prêt à en parler. Il m'a dit qu'il était vraiment prêt à en parler en plus. Donc voilà, donc... mais je pense, voilà, quand même, c'est important de dire qu'il faut agir. Donc il y a une ambition de division par 2, alors en fonction du nombre d'habitants, quand même, par habitant. Donc on tient compte, donc un peu moins globalement. Mais voilà, donc elle s'inscrit quand même dans l'ambition de la loi sur la transition énergétique. Et je ne détaillerai pas les mesures qu'André détaillera certainement, mais il y a un point qui m'intéresse. Alors voilà, il y a différents objectifs, que vous les reverrez. Il y a un point qui m'intéresse et qui va me faire effectivement rapidement aller vers le pacte climat-énergie, c'est que quand même, pour réussir la transition énergétique, il faut investir. Il faut investir, et voilà, sur toutes ces actions, ce sont aussi des investissements. J'ai repris le chiffre qui
qui est dans votre projet. Mais si maintenant on l'étend au niveau, je dirais, si on l'étend alors au niveau français par exemple, eh bien c'est de l'ordre de, enfin, alors il y a différentes estimations, mais on parle de dizaines de milliards d'euros chaque année pour, voilà, si on veut vraiment réussir la transition énergétique. Et vraiment, disons, sur ce pacte, nous sommes plutôt repartis du chiffre européen. Voilà, donc, puisque, disons, c'est vraiment un pacte. Disons, l'idée, c'est quand même aussi que bon, la France, c'est 1% des émissions, l'Europe, c'est 10% des émissions, grosso modo. La Chine, on est plutôt un peu moins de 30%, les États-Unis, 15%. C'est vrai que la dimension européenne, enfin disons, ça nous semble un véritable projet ambitieux pour l'Europe, c'est très clair. Et c'est vrai que, disons que l'idée est de partir des chiffres au niveau de l'Europe. Et ce sont des chiffres qu'on peut estimer sérieux, en tout cas, on l'espère, c'est-à-dire que la Cour européenne des comptes a estimé à un peu plus de 1000 milliards chaque année, disons, les investissements nécessaires pour pour que l'Europe réalise ses objectifs. L'Europe a aussi affiché division par 4 et disons, certains souhaiteraient que l'Europe affiche aussi une neutralité carbone. Donc ce sont les chiffres qui sont là. Alors il ne s'agit pas dans ce cas-là de milliards supplémentaires. Il y a déjà, disons, bien sûr, surtout, alors voilà, on va parler, disons, au niveau de l'Europe, vous voyez, en fait, je dirais que transport résidentiel et tertiaire et, disons, urbanisme, c'est pratiquement 90% des investissements. Il n'y a pas de surprise. Ce sont les deux gros postes, d'ailleurs, qu'on retrouve chez vous. Il n'y a pas de surprise, disons, mais voilà, ce ne sont pas des... Bien sûr, on voit bien, il y a des investissements dans des transports en commun, donc il ne s'agit pas de milliards supplémentaires, mais en gros, quand même, quand on va parler on peut passer quand même à la notion disons, d'investissement supplémentaire, c'est plutôt, alors au niveau européen, alors ça va dépendre d'un pays à l'autre, de l'ordre de 2%, un peu ou prou du PIB de chaque pays. Alors ça va dépendre, il y a des pays où il faudrait faire plus, des pays moins. Donc en gros, en France, disons, c'est de l'ordre de 45 milliards d'euros chaque année. Ça, on parle d'investissement supplémentaire. Il y en a déjà aussi largement du même ordre. Mais voilà. Donc c'est un peu ça le point de départ de la réflexion. Voilà, et puis cette idée quand même qu'on a effectivement mis 1000 milliards sur la table pour sauver les banques en 2008, et ça continue, donc cette idée on dirait de création monétaire, eh bien elle reste bien là, puisque donc la banque, donc la BCE, la Banque centrale, avait dit qu'elle n'en ferait plus, et tout d'un coup, pour relancer l'économie de nouveau, disons que la planche à billets est en train de travailler. Donc l'idée, c'est vraiment de rediriger l'argent. Les flux financiers sont là de façon assez claire, mais disons qu'ils ne vont pas vraiment vers là où il faudrait aller, en tout cas, vu de notre point de vue. De certaine façon, si on voulait réussir cette transition, il faudrait que chaque investissement aujourd'hui soit marqué du sceau de la lutte contre le réchauffement climatique ou l'adaptation. Et bon, je ne vais pas vous faire un schéma, ce n'est pas forcément le cas. Et c'est ce qu'il faudrait quand même. Je veux dire qu'à chaque investissement, on réfléchisse, on l'inscrive dans cette dynamique, si on voulait réussir cette division par 2 à horizon 2030. Et je le redis, ce serait tout à fait raisonnable de la part de nos sociétés. Donc l'idée, c'est vraiment du pacte, c'est voilà, qui est proposé. Donc c'est un véritable plan Marshall. Donc voilà, on parle ici de 2% du PIB, en tout cas pour la France. Voilà, donc c'est le premier volet, c'est disons, la mise sur pied alors à la fois un traité, mais aussi donc une banque. Notre idée, c'est une banque européenne pour le climat et pour la biodiversité, parce qu'il y a aussi tous ces problèmes. C'est aussi une transition écologique au sens large. Voilà, donc l'idée d'une banque avec des prêts à taux zéro sur voilà, des sommes qui sont de cet ordre-là, qui sont nécessaires aux investissements. Il y a aussi un autre volet. Voilà, donc je crois qu'il y a un point important et qui nous fait être optimistes. Techniquement, c'est possible. C'est la première chose qu'il faut dire. Qu'on ne vienne pas dire que c'est impossible. Oui, c'est possible. C'est possible de faire la rapidité, on s'y prend un peu trop tard. On a le même discours, je crois. Moi, c'est vrai que j'ai commencé ma thèse maintenant il y a 51 ans, donc j'ai vécu je dirais, cette montée en puissance du problème climatique de l'intérieur, d'une certaine façon. Et c'est vrai que
bon, je dirais que malheureusement, nous vivons le climat actuellement que nous avions envisagé il y a une trentaine d'années, donc, et, disons, un réchauffement climatique de l'ordre de 1 à 2 dixièmes de degré par décennie sur lesquels se superpose une intensification des événements extrêmes déjà perceptible, je dirais. Et donc ça veut dire qu'il faut quand même prendre au sérieux ce qu'on envisage pour 2050 et au-delà. Mais voilà, les raisons d'optimisme, c'est quand même que si on réussit, bien c'est quand même à la clé, et là c'est un diagnostic de l'ADEME, voilà, des créations d'emplois au niveau de l'Europe, une transition écologique réussie, je dirais, ce serait 6 millions d'emplois. On parle d'emplois nets, hein. Donc bien sûr, il y a aussi, c'est tout le problème. Tout le problème des transitions, c'est qu'il y a des modifications des bassins d'emploi, des domaines d'emploi très difficiles à gérer. C'est ça la difficulté. Mais disons, une fois réussi, mais c'est là qu'il faut aussi une vraie vision politique, je dirais, à des élus, je me permets de le dire. Donc une véritable vision politique qui doit faire que, eh bien, c'est un peu ce moyen terme qu'il faut mettre en œuvre. Parce que aussi, il y a pour moi, vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis des jeunes, c'est quand même synonyme d'innovation, de recherche, vraiment d'inventivité. Et si j'étais jeune, je me lancerais dans tous ces défis de la transition énergétique. Ce sont des véritables défis de recherche aussi, il ne faut pas se leurrer, en termes de stockage d'énergie, il y a plein de problèmes, on ne va surtout pas dire ça, mais il ne faut pas... Cette société, elle est attractive en termes, je pense, de qualité de vie, c'est très clair, vers lequel cette transition souhaiterait nous entraîner. Elle est aussi, je pense, elle est synonyme de dynamisme économique. Ce sont les économies qui s'accrocheront au combustible. Il faudra la faire. Ça, c'est important. Il faudra la faire. On n'y échappera pas. On ne peut pas laisser cette planète aller vers 4 à 5 degrés. Et ce sont donc, du point de vue, ce sont les économies qui feront les premières, cette transition, qui gagneront économiquement. Ça, j'en suis persuadé. Donc il faut surtout, c'est prendre un train de retard que de s'accrocher aux combustibles fossiles. C'est très clair, c'est toujours difficile à dire, mais j'en suis vraiment convaincu, y compris du point de vue économique. Donc voilà, je continue sur le pacte, mais il y a aussi besoin, et c'est vrai qu'Emmanuel Macron avait fait appel à l'idée d'un budget européen, il y a aussi besoin me semble-t-il, d'un budget européen dédié à cette transition. Donc nous l'avons estimé à 100 milliards d'investissements chaque année, 40 milliards, et avec cette idée quand même que c'est important que l'Europe ait un regard sur le développement de l'Afrique. L'Europe ne se développera harmonieusement que si l'Afrique se développe harmonieusement. Il faut bien comprendre cela aussi. Je ne crois pas qu'on puisse ignorer le développement de l'Afrique et aider au développement de l'Afrique. L'Afrique a beaucoup de potentiel, mais il faut les y aider. Voilà. Et puis, bien sûr, pour financer le contrat européen, donc disons, c'est le deuxième point, avec donc l'idée que, quand une entreprise, mais des particuliers, des grandes entreprises, des petites entreprises, des PME, souhaiteront investir dans ces domaines bien ciblés liés à la lutte contre le réchauffement climatique et à l'adaptation, en gros, il y a une possibilité d'investissement de l'ordre de 50% après zéro, et puis une partie financée par l'Europe et une partie financée, ce qui est déjà le cas, bien sûr, la même partie qu'actuellement par les États membres. C'est un peu ça l'idée, de dynamiser à la fois, de favoriser la transition énergétique et de la dynamiser. C'est bien cela. C'est pas une bataille d'arrière-garde en termes économiques. Je pense plutôt le contraire. Il y a besoin de... Oui, on peut parler de plan Marshall sur le climat. C'est extrêmement dynamique, ce pacte. Et je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir porté attention. En tout cas, merci à Emmanuel et à tous ceux que j'ai rencontrés, de cet intérêt pour la lutte contre le réchauffement climatique, de cette prise de conscience de son urgence et de la possibilité de solution. Merci beaucoup. Merci beaucoup en votre nom à tous à Jean Jouzel, parce que je crois que l'objectif était vraiment d'éclairer nos réflexions et nos décisions et de les mettre en perspective à la fois dans le temps et dans l'espace. Et je crois que ce que nous venons d'entendre
nous donne matière à réfléchir et à agir. Alors, est-ce que des collègues souhaitent, à l'issue de l'intervention de Jean Jouzel, réagir, intervenir, lui demander d'approfondir telle ou telle partie de son propos avant que nous passions aux échanges sur le plan climat? Pascal. Oui, je voudrais juste vous poser une question. En ce qui concerne l'évolution des techniques agricoles et des pratiques agricoles sur notre territoire, est-ce que vous avez travaillé, approfondi en fait ces évolutions souhaitables sur les modifications des modes agricoles en fait sur notre territoire? Ce sont des choses qui m'ont intéressé, qui m'intéressent. Donc ma dernière intervention à l'espace des sciences, je crois que le titre c'était Réchauffement climatique, agriculture et territoire. Et la semaine dernière, j'étais dans le pays du Méné. Voilà, donc j'ai passé la journée aussi dans les écoles et le soir, donc justement pour parler de l'évolution des territoires. J'interviens assez souvent dans le monde agricole et je pense qu'il y a d'abord une véritable prise de conscience aussi dans le monde agricole. Je donne toujours, disons, Christiane Lambert par exemple, ce qui était moins le cas il y a une quinzaine d'années, je le dis aussi. Donc Christiane Lambert m'a invité à venir discuter avec elle, ce que j'ai fait bien sûr de réchauffement climatique, elle s'en rend bien compte. En gros, disons, le monde agricole, et je crois que c'est vrai pour beaucoup des secteurs, est à la fois partie prenante dans les émissions, c'est très clair, donc il y a une attention à apporter. Dans les conséquences, il ne faut pas se leurrer, l'agriculture, c'est peut-être plus vrai pour la viticulture que pour l'agriculture bretonne. Voilà, mais aussi il y a d'énormes opportunités pour le monde agricole. Et c'est quand je fais je l'ai fait là, il y a maintenant 3 semaines ou 1 mois à peu près à l'espace des sciences. Je souhaite mettre aussi en avant. Ce qui est important, c'est que le monde agricole prenne ce problème à bras-le-corps et l'intègre à son développement. C'est ça qui est important. Il ne faut surtout pas nier la réalité du réchauffement climatique. Il faut voir comment il y a des capacités d'adaptation et il y a aussi des opportunités, ne serait-ce que nous sommes dans un pays qui, je dirais heureusement, où les territoires, où les terres sont quand même largement encore dans les mains des agriculteurs au sens large, en tout cas du monde agricole. Et il y a beaucoup d'opportunités sur le renouvelable, sur l'utilisation de la biomasse. Il y a quand même aussi, donc je ne vais pas être trop long sur le monde agricole, mais c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Moi-même, mon frère est toujours à la ferme, donc voilà, j'ai un neveu, j'ai beaucoup de cousins c'est un milieu que je connais bien. Mais donc, je n'ai pas de conseils à donner surtout, mais mon souhait, c'est que le monde agricole, mais c'est ce qui se passe, prenne à bras-le-corps ce problème et regarde l'intègre à son développement. Voilà. Question un peu provocatrice que je vous avais posée déjà il y a quelques années au Ponant. Vous devinez peut-être? Non, allez-y, bon. Oui. Je me souviens plus de la question. Donc je la reprends. Donc on comprend bien qu'il y a une nécessité de réduire de manière drastique l'utilisation des énergies fossiles. Ce qui veut dire qu'en contrepartie ou en corollaire à ça, il faut notamment développer des énergies non fossiles, dont l'électrique. Et est-ce que ça veut dire qu'il faut se résigner à ce que l'énergie nucléaire reste une source de production d'électricité pendant de nombreuses années pour éviter cette évolution vers l'augmentation du CO2 grâce aux énergies fossiles? Autrement dit, est-ce qu'entre deux mots, il faut en choisir un? Donc oui, merci de la question. Ce sont des choses sur lesquelles j'ai pas mal réfléchi. J'ai été, au titre du Conseil économique, social et environnemental, rapporteur de la loi sur la transition énergétique. Et nous avons dit dans cet avis que la loi TECV, qui en termes de nucléaire prévoit, disons que l'électricité, on parle bien d'électricité, la moitié de l'électricité soit produite, soit d'origine nucléaire. Alors maintenant c'est à horizon 2035 dans la nouvelle version de la loi. Dans la nouvelle version de la loi, il y a à la fois la neutralité carbone et ce changement d'horizon qui est inscrit en termes de nucléaire. Je pense que c'est équilibré. Pourquoi c'est équilibré? Parce qu'effectivement nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de
enfin, disons, c'est 80% de l'électricité actuellement, le nucléaire. Donc, c'est pas si facile on ne pourrait pas passer instantanément, bien sûr, à beaucoup moins, je pense. C'est équilibré aussi parce que si on veut que et je crois que c'est souhaitable que le nucléaire, que le renouvelable se développe, il faut aussi lui laisser de la place. Je sais qu'au départ, c'est très difficile, c'est obligé je connais tous les problèmes de nécessité de subvention, mais notre avis était que c'était équilibré. Je pense qu'il faut avoir en tête quelques chiffres. Quand même, d'abord, en France, il ne faut pas oublier que, en gros, la première source d'énergie, et de loin, ça reste quand même les combustibles fossiles, d'énergie. Je ne parle pas d'électricité. Quand on parle d'énergie, c'est électricité, mobilité, chaleur. Au niveau planétaire, actuellement, disons que le nucléaire, en termes d'énergie finale, c'est de l'ordre de 2%, en termes d'énergie primaire, c'est 5%. Et les spécialistes du nucléaire sont tous d'accord, même si le nucléaire se développait sans frein, disons il y en a des freins géopolitiques, on peut en discuter, eh bien ça ne serait jamais qu'entre 5 et 10% au mieux à horizon 2050. À l'inverse, le renouvelable à l'échelle planétaire, en termes d'énergie, pas d'électricité simplement, donc on peut atteindre, si on s'y met vraiment sérieusement, 50% de l'énergie en horizon 2050. Donc je pense qu'il je pense qu'il y a besoin d'un mix, un mix énergétique diversifié, ne serait-ce que du point de vue du développement économique du pays. Je veux dire, donc, c'est pour ça qu'on a dit que c'était équilibré. Moi-même, je ne suis pas du tout anti-nucléaire. Je suis rentré au CEA il y a 51 ans et j'y suis toujours. Donc, mais je veux dire, mais je suis pas non plus. J'étais très fier l'an dernier d'avoir eu le trophée des énergies renouvelables. Donc voilà. Donc Donc je pense qu'il faut aussi avoir bien en tête ces chiffres à l'échelle planétaire et qu'il ne faut pas s'enfermer non plus dans une. Alors il y a aussi bien sûr. Il y a aussi, mais ça tient du rêve, c'est la possibilité de la fusion. ITER, peut-être que ça commencera à travailler, disons, mais on n'aura pas d'énergie vraiment avant 30, 40, 50 ans. Donc, je dirais presque malheureusement, c'est pas la fusion nucléaire qui nous sauvera de ce problème climatique à échelle de quelques décennies. Ça serait, même si ça marchait, ça serait un peu trop tard. Mais on peut imaginer aussi que la fusion soit l'énergie de l'avenir. Il faut surtout, enfin, moi, j'étais assez favorable, par exemple, au projet ITER. Voilà, donc, c'est sur ces chiffres-là, et donc, je redis, moi, je pense, cette loi est équilibrée. Il y a un point qui vous a peut-être pas échappé, et qui est très clair, c'est que qui était marqué là sur un transparent, disons il est très probable, tous les spécialistes de l'énergie pensent que l'électrique prendra de plus en plus, disons, la part de l'électrique dans l'énergie va croître. Donc parce qu'il y a beaucoup en termes de mobilité, alors on peut parler d'hydrogène, on peut parler plein de choses, mais disons la part en gros de l'électrique va croître en termes d'énergie par rapport à l'ensemble de l'énergie. Voilà un peu le contexte. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, alors, Madame Bouvet, Monsieur Chiron. Madame Bouvet. Je vous remercie. Je voulais vous questionner sur un point qui m'a interpellé en fait quand je me suis renseignée en amont de ce conseil. J'ai donc été sur le site de l'ADEME et j'ai lu qu'il était question dans le cadre de ce pacte d'un impôt sur les sociétés supplémentaires que vous appelez, je crois, l'impôt européen. Oui, alors oui, vous ne l'avez pas du tout évoqué. Est-ce que c'est une composante vraiment essentielle du pacte ou est-ce qu'on était toujours à la réflexion et c'est une piste comme une autre? Non, alors la piste, oui, alors il est clair, oui. Donc pour le budget européen, bien sûr. Donc une des sources pourrait être, alors on peut évidemment proposer d'autres choses, il y a des collègues qui proposent d'autres choses, on peut aussi parler d'une taxe carbone, mais disons pour abonder ce projet européen, une des propositions qu'on a faites, qui est clairement énoncée dans le projet de traité également, parce que l'idée d'un traité c'est qu'il y ait continuité, c'est effectivement, disons effectivement une ponction de 5% sur les bénéfices non réinvestis des entreprises. Il s'agit bien des bénéfices non réinvestis. Donc c'est ça l'idée, et en gros ça mettrait en gros la charge des entreprises en Europe à peu près au même niveau que les États-Unis. Donc, mais la difficulté actuellement, on le voit bien, il y a déjà une telle, ça n'a de sens. Disons, une étape préliminaire serait d'harmoniser la fiscalité européenne, ce qui est déjà pas si simple. Mais on voit bien. Il y a probablement d'autres possibilités, mais par exemple les taxes sur les transactions financières, c'est pas probablement à la hauteur. Là, il y a tout le problème de la taxe carbone aux frontières, à quoi elle sert. Donc, mais le message qui est clair, c'est qu'il faut effectivement, c'est quand même ce qu'avait dit Emmanuel Macron, il faudra aussi un budget européen dédié à cette transition si on veut la réussir. Ça, c'est aussi quelque chose. Après, la façon de l'abonder,
Il nous semble que la faire porter sur les particuliers, c'est assez difficile actuellement. Voilà un peu, mais bon, c'est pas non plus. Ce qui nous intéresse dans ce pacte, c'est que, disons, les choses se fassent. Voilà, mais donc je pense qu'il y a un équilibre entre cette disponibilité, cette Banque européenne pour le climat, donc, qui a été reprise, dont l'idée a été reprise dans sa tribune par Emmanuel Macron, elle a été aussi reprise par Yannick Jadot, cette idée de banque, mais il nous semble que, disons aussi, il est important d'avoir un budget dédié pour faire avancer les choses. C'est un peu ça là, c'est effectivement, voilà ce que nous proposons. Oui, bonsoir. On constate que dans certains de nos océans, le corail blanchit. Pensez-vous que ce soit dû à un réchauffement climatique ou à une pollution des mers? Donc il y a deux choses qui, disons, les coraux sont, ça dépend où ils sont, mais ils sont affectés par le réchauffement des températures de surface de l'océan. En gros, les récifs coralliens se développent dans une plage de température assez limitée, et si on leur change leur place de température, et l'océan de surface peut augmenter d'1 degré, ils n'aiment pas trop ça. Il y a des capacités d'adaptation. Mais il y a aussi deux autres problèmes, ça dépend où vous êtes, mais disons qu'il y a le problème de l'acidification de l'océan. Donc ça, c'est très important. En gros, donc on met du gaz carbonique dans l'atmosphère, il y en a à peu près 30% dans l'océan chaque année. C'est bien pour nous, disons, les concentrations dans l'atmosphère augmentent moins rapidement que s'il n'y avait pas cette absorption par l'océan. Il y a aussi une partie qui est absorbée par la végétation, mais c'est pas bien pour l'océan. L'acidité de l'océan a augmenté de 30% depuis le début du siècle dernier, et dans le cas des scénarios émetteurs, elle serait multipliée par 2 à la fin du siècle. Alors on pourra toujours aller se baigner, c'est un acide sable, nous on ne le sentira pas, mais tout ce qui est formé une des premières conséquences directes d'un océan un peu plus acide, c'est que tout ce qui se forme de calcaire, de calcite, alors ça va des récifs coralliens, mais aussi des coquilles, disons des animaux marins qu'on aime bien, a plus de mal à se former. Donc ce problème est là. Il y a un troisième problème, par exemple pour la barrière de corail, il y a aussi la pollution qui vient des continents peut aussi être quelquefois, disons, dans certains contextes, assez néfaste pour les récifs coralliens qui sont à proximité. Donc c'est aussi un troisième point. Mais donc c'est là j'ai repris ce dernier rapport est très clair sur le risque des récifs, que fait courir les récifs, aux récifs coralliens comme un réchauffement qui irait au-delà de 2 degrés même temporairement. Donc voilà, il y a déjà des blanchiments. Alors après mais le réchauffement climatique est là et l'acidification aussi joue un rôle, très certainement. Merci. Mathieu? Juste une question que vous êtes passé très vite, et c'est normal vu le temps qui vous était imparti, mais sur la question du stockage et des stratégies de stockage de carbone. Oui. Je voulais savoir, en fait, si vous pouviez nous éclairer sur, à l'échelle d'un territoire comme le nôtre, quelles seraient les actions que nous aurions à mener et dans quelle ampleur? Oui, alors il y a effectivement, disons, justement, c'est un des points que, je n'ai pas voulu m'étendre, mais c'est un des points aussi où les territoires sont importants. En gros, il y a, parmi ce qui est envisagé, pratiquement tout s'appuie sur les territoires. Ça va être la reforestation, donc c'est au moins l'arrêt de la déforestation, l'utilisation de la biomasse couplée avec du piégeage du stockage du carbone, donc c'est faire pousser de la biomasse, l'utiliser pour faire de l'énergie, et puis, effectivement, à la sortie de ces centrales à biomasse, piéger et stocker le gaz carbonique. On est long, mais c'est ce qui est évoqué. Le troisième point, c'est évidemment le stockage de carbone dans les sols, qui est effectivement une opportunité aussi je pense que vous avez entendu parler du plan 4 pour 1000. On a beaucoup de raisons de penser qu'un stockage de carbone supplémentaire dans les sols est à la fois bénéfique, évidemment, s'il reste dans les sols, il est bénéfique pour ce qui est pompé, mais aussi du point de vue de la productivité des sols elles-mêmes. Donc la dernière méthode, la quatrième type de méthode, ce sont plus des méthodes de pompage direct, mais pratiquement, qui elles sont un peu indépendantes, qui seront difficiles à mettre en œuvre parce qu'il faut aussi beaucoup d'énergie. Mais vous voyez que le monde agricole et territoire, c'est vraiment là où ça se passera si on veut piéger du CO2 ou du carbone dans les sols. Donc c'est très important. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Jean-Jacques?
Vous avez mentionné tout à l'heure dans votre propos l'attention qu'on devait porter au développement de l'Afrique et au développement durable de l'Afrique. Je voyais pas. Merci. Non, mais c'est moi. Vous avez mentionné aussi la part importante dans les enjeux qui étaient celles des pays comme l'Inde, la Chine notamment. La Chine investit aujourd'hui massivement dans la transition énergétique. Les industriels chinois vont devenir les leaders dans bon nombre de branches, notamment s'agissant des mobilités, des nouvelles motorisations. Quel regard portez-vous sur la politique de la Chine, qui est emblématique? Ils étaient présents au Innote il y a quelques jours. Est-ce que vous jugez qu'ils sont sur la bonne trajectoire en matière de politique de rénovation industrielle et de transition énergétique? Oui, sur le développement des renouvelables, sur disons leur pari, par exemple sur les batteries, hein, donc on peut aussi parler des batteries, le pari sur l'électrique, et bon, il y a toujours quand même, disons le point noir, c'est toujours, ils utilisent de plus en plus d'énergie, et disons entre 2015, 2016, 2017, enfin, disons, ça a commencé, les émissions de la Chine ont commencé à stagner, et puis elles ont repris avec l'activité économique, enfin bon, voilà, elles ont repris en 2017 et en 2018, et c'est ça qui fait que les émissions mondiales continuent à augmenter. Donc c'est largement la Chine. L'Inde aussi augmente, donc l'Inde a aussi un programme solaire ambitieux. Donc à la fois il y a une prise de conscience, et d'un autre côté il y a un tel développement qui fait que malgré cette prise de conscience qui est tout à fait réelle et tout à fait bien sûr qu'on doit encourager, c'est pas le problème, mais enfin qui est vraiment bénéfique, eh bien il y a quand même cette augmentation générale de l'utilisation, enfin d'énergie, qui fait que les émissions liées aux combustibles fossiles continuent malheureusement à augmenter dans ces pays. Voilà, mais moi, ma crainte, c'est plutôt sur la politique européenne. Je pense que si on ferme les yeux en Europe, on aura dans 4-5 ans des véhicules électriques qui seront beaucoup moins chers que les véhicules qu'on produit chez nous, et on comprendra plus pourquoi on sera inondé de voitures électriques dans 5-6 ans ou dans quelques années. Alors, et il y a aussi la politique européenne, c'est très important qu'on en prenne conscience, et on voit bien que certains n'en prennent pas forcément conscience. Mais enfin, on ne peut pas discuter de l'Allemagne là, qui est très accrochée au thermique et tout ça, c'est d'autres débats, on n'est pas pour la situation, mais on pourra discuter de ça aussi après. Hein, je veux dire par là, la politique européenne est aussi très importante dans ce domaine. Merci à vous. Voilà, merci à Jean Jouzel pour à la fois la qualité de la présentation, la disponibilité, le travail de citoyen engagé qui est le tien partout dans le monde et notamment en Bretagne.